Nous allons parler de l'astrologie persane et de l'impact que cet art, plusieurs fois millénaire, a sur l'ensemble des doctrines astrologiques. Avant cela, un peu d'histoire. Alors, nous savons que les sciences astronomiques et astrologiques viennent des Sumériens. Il y a 4000 ans, les Sumériens, cette civilisation absolument extraordinaire qui reste encore aujourd'hui mystérieuse, sont les inventeurs de l'astrologie, des mathématiques, de l'écriture, de la roue, de la médecine, on va dire de pratiquement de tout. Donc durant des millénaires, les Sumériens vont scruter le ciel et améliorer les sciences astronomiques de leur temps. L'héritage astrologique des Sumériens sera récupéré par les Babyloniens qui vont apparaître vers 2300 avant Jésus-Christ, ils vont prendre le relais. Ils vont donc récupérer l'héritage astrologique des Sumériens et ils vont à leur tour la sublimer, l'améliorer avec des centaines de milliers d'heures d'observation au sommet des ziggourats, des scribes qui vont noter les conjonctions astronomiques en corrélation avec des événements terrestres. Le fruit des Babyloniens, le fruit de leur science astrologique sera donc récupéré par les Perses. Alors, cette date est très importante, le 12 octobre 539. Ici, il va se passer un événement majeur dans l'histoire de l'astrologie pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, ce qui se passe en 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand va annexer le Babylone à l'Empire perse. Et donc les Perses vont récupérer l'héritage suméro-babylonien et vont donc l'améliorer, la sublimer, la réformer et vont ajouter à cet héritage astrologique leur doctrine cosmologique essentiellement de connotation solaire. Et on peut considérer cette date donc comme la naissance de l'astrologie solaire pour plusieurs raisons. Premièrement parce que à partir de ce moment-là, les Perses pour la première fois vont diviser le zodiaque en 12 parties égales. Parce qu'avant, en fait, il faut savoir que l'astrologie était de connotation lunaire. D'ailleurs, les Babyloniens utilisaient un zodiaque qu'ils appelaient le zodiaque de la voie de la Lune. Ils utilisaient une quinzaine de constellations. Ce que les Perses vont faire, c'est la division du zodiaque en 12 parties. Ils vont mettre le début de l'année à l'équinoxe de printemps, qui correspondait d'ailleurs à l'époque à l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. Donc là, on peut considérer cette date comme la naissance véritable de l'astrologie solaire, ou si vous voulez, de l'astrologie judiciaire, c'est-à-dire le jugement de Dieu annoncé par les astres. Ce qui est également intéressant à noter, c'est qu'à cette époque, le point vernal se situait à 12 degrés du signe de Bélier. Je parle toujours en zodiaque astral. Alors c'est intéressant parce que à 12 degrés de Bélier, correspond la face, ou si vous voulez, le décan du Soleil. Ça a son importance, et également le signe de Bélier, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, si vous voulez, les anciens philosophes et les anciens astrologues divisaient le monde en plusieurs parties, et à chaque pays, à chaque région, attribuaient l'influence d'une constellation. On appelait cela la science de astrocartographie. Alors, la Perse est sous le patronyme de signe de Bélier. C'est très intéressant parce qu'en même temps que cette réforme va avoir lieu, c'est également le moment où l'Empire perse est au maximum de ses extensions territoriales. Et il est également intéressant à noter qu'à ce moment-là, où l'Empire achéménide est au sommet de son pouvoir territorial, ils ont presque la moitié du monde sous leur emprise, c'est à ce moment-là, ce qui est intéressant, ça correspond en fait à l'apogée du Soleil dans le signe du Bélier. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la Perse antique sur le plan archéologique, le symbolisme du Bélier est partout. Il y a des coupes, il y a des tapis, il y a des bas-reliefs, et partout on voit ce symbolisme de Bélier qui est présent. D'ailleurs, la religion des anciens Perses, le mazdéisme, qui est essentiellement une religion astrologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la célébration des solstices, des équinoxes, c'est des hymnes dédiés à des planètes, au lever iliaque de Sirius, au Jupiter, à la Lune, au Soleil, aux Pléiades,
C'est quasiment une religion astrologique à la perfection. Et donc c'est d'ailleurs pas faux lorsque les anciens philosophes grecs disaient que Zoroastre était l'inventeur ou le père de l'astrologie. C'est un peu une façon de faire allusion à la religion des Perses. Donc c'est intéressant de noter qu'en fait tout ça, ça s'est passé au moment où, à l'équinoxe de printemps, le début de l'année correspondait également à l'entrée du soleil dans les signes du Bélier. Vous savez que ce n'est plus le cas parce que précession des équinoxes oblige, là, le point vernal est aux alentours de 5 degrés du Poisson. Ça recule. Donc pour en arriver à l'ère de Verseau, il faut encore presque 3 siècles. Alors, ensuite, la réforme de l'astrologie par les mages masdéens, division du zodiaque par les 12 signes, tout ça on l'a vu. Début de l'année, entrée du soleil dans le Bélier, Bélier signe de la Perse antique. D'ailleurs c'est intéressant de noter que à l'époque où la Perse était sous le patronyme de signe de Bélier, parce qu'il semblerait que cela aussi change avec les précessions des équinoxes, la civilisation persane et les Perses étaient très disciplinés. C'est un empire assez militaire, l'architecture est très carrée, il y a des angles droits, il y a une discipline militaire, il y a également en fait une volonté de vouloir combattre le mal à tout prix. Donc d'ailleurs dans la religion mazdéenne, il y a cette volonté de vouloir être engagé dans le combat cosmique qui oppose le bien au mal. Les ténèbres et la lumière, cette espèce de dualité sous-jacente. Et ce qui est à noter également, c'est que lorsque, aux alentours de 300 après Jésus-Christ, petit à petit, la Perse... je ne peux pas expliquer d'ailleurs pour quelle raison, parce que bon, c'est un peu ambigu, mais à ce qui paraît, à partir du IIIe siècle, les philosophes et les astrologues vont considérer que la Perse est sous le patronyme du signe du Taureau. Et jusqu'à aujourd'hui, on considère que la Perse est sous le patronyme du signe du Taureau, alors que les anciens disaient que la Perse était sous le signe de Bélier. Mais c'est intéressant de noter qu'en fait, à partir du moment où la Perse a commencé à rentrer sous l'influence du Taureau, il y a une influence vénusienne qui a remplacé l'influence martienne, ce qui fait que d'un seul coup, déjà il y a un changement radical dans les mœurs et la religion. Les conquêtes islamiques ont apporté avec eux une religion qui est essentiellement d'essence lunaire et vénusien. Vénusien, le côté vendredi, le côté la couleur verte, le côté poésie, le côté calife à barbichette qui s'assoit sur des coussins, le côté un peu épicurien des choses. Et on voit que la Perse perd déjà de son autorité territoriale, de son influence territoriale sur la région. Donc ce n'est plus un pays martien régi par une discipline militaire de fer, des gens qui adoraient le feu, l'élément principal. Non, ça bascule en fait dans une atmosphère lunaire, dans une atmosphère vénusienne où tout est plus arrondi, l'architecture justement, on se retrouve avec des dômes, tout est plus arrondi, les angles ronds, voilà. Ça, on appelle ça la connotation vénusienne. Et d'ailleurs, avec la résurgence de la poésie et des poètes, comme vous le savez, la poésie chez les Perses c'est sacré. On a des milliers de vers, il y a des milliers de poètes, c'est un niveau absolument extraordinaire. On en reviendra là-dessus, il y a deux, trois choses à ajouter à ce propos. Alors, voilà, bon, il y a deux événements majeurs qui vont influencer le cours de l'astrologie et son évolution. La première, c'était l'attaque de l'Alexandre le Grand aux alentours de moins 330 avant Jésus-Christ. Alexandre va détruire Persépolis, va anéantir des temples du feu et va emmener avec lui un large corpus des écrits astronomiques, astrologiques, philosophiques et magiques. Ces manuscrits seront traduits et en quelque sorte l'astrologie est donc intégrée par les Grecs qui vont le dépouiller de son aura entre guillemets magique, de son lien avec les arts talismaniques, de son lien avec la liturgie, parce qu'en fait chez les Perses, il faut savoir que l'astrologie est une religion.
c'est pas juste tirer un horoscope, c'est vraiment un art sacré. Et la transmission des sciences astrologiques ça se faisait par l'initiation. Donc voilà, cet événement-là est important parce que le corpus astrologique des Perses sera donc repris par les Grecs qui vont la dépouiller de son aura, on va dire magique, de son lien avec les talismans, les arts talismaniques, les carrés magiques, les incantations, et ils vont en faire une science très épurée, très mathématique, très rationnelle. Et le deuxième événement, c'est les invasions islamiques aux alentours du 7e siècle. Bon, c'est vrai que là aussi, la Perse sera quand même bien secouée. Les invasions islamiques vont coûter très très cher à l'héritage des Perses, l'héritage culturel. Les conquérants musulmans vont faire beaucoup de mal, des millions de morts. Beaucoup de librairies sont livrées aux flammes. Mais étonnamment, les astrologues vont s'en sortir même très bien. Pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, les conquérants arabes étaient déjà familiarisés avec les techniques de l'astrologie et ils connaissaient l'efficacité d'ailleurs, l'efficacité légendaire des astrologues perses, c'était connu dans le monde antique. Hein. Ils avaient une autorité absolument incontestable, à la fois dans le monde gréco-romain que dans le monde oriental. Donc, au lieu de combattre les astrologues, ils vont les intégrer dans leur mouvement. Ils vont comprendre tout de suite l'efficacité que l'astrologie peut avoir par rapport à plusieurs choses. Leur conquête territoriale d'un côté, le maintien de l'Empire et de son pouvoir d'un autre côté. Alors ça, c'est l'horoscope de l'Hégire, la date qu'on considère comme étant en quelque sorte, qui correspond en quelque sorte à la naissance de la religion de l'islam. Cet horoscope a été discuté et étudié par les astrologues de l'Antiquité, notamment par Abu Mashar, le prince des astrologues. On étudiera donc cet horoscope qui est très intéressant pour plusieurs raisons, mais ça sera dans une autre vidéo. Alors, pour comprendre comment fonctionne l'astrologie persane, il vaut mieux quand même connaître la cosmologie de l'astrologie persane. Parce que l'astrologie persane obéit à une cosmologie très précise. Alors eux, les philosophes et les astrologues orientaux, divisent le monde manifesté en deux parties. Le monde céleste qu'ils appellent Olame Olavi, c'est-à-dire le monde céleste, ou le monde divin, qui est fait de la sphère des étoiles fixes, puis de la sphère des planètes, des 7 planètes, jusqu'au niveau de la Lune. On dit que d'ailleurs, tout ce qui se trouve dans le monde Olavi, c'est-à-dire le monde céleste, est fait de la lumière astrale. Son essence, sa substance est faite de la lumière astrale. Donc, le monde céleste jusqu'au niveau de la Lune est considéré comme le monde Olame Olavi. À partir de la Lune jusqu'au centre de la Terre, on est sur le monde qu'ils appellent Olame Sofla, c'est-à-dire le monde d'en bas, le monde matériel, le monde qui est régi par l'action des 4 éléments, qui est également un monde qui est donc, comment dire, qui est ouvert à la corruption. Il d'ailleurs, par analogie, il représente le monde d'en haut avec le Père, parce que c'est en fait, il symbolise le Père, et le monde d'en bas par la Mère. Le monde d'en haut qui est représenté par le Père et le chiffre 9 va féconder le monde des éléments, le monde élémentaire qui est représenté par la Mère et le chiffre 4, les fameux 4 éléments. Et par l'interaction de cette fécondation va naître les 3 fils, c'est-à-dire les fameux triplicités élémentaires. Et donc, en fait, cette cosmologie-là, que j'ai simplifiée bien sûr en 2 mots, est représentée souvent par le chiffre 493 ou plutôt 943. Donc 9, le Père, le côté actif, 4, les 4 éléments,
donc l'interaction du père et de mère qui donne naissance aux 3 fils qui sont les triplicités. Voilà un peu en gros en quoi consiste la cosmologie de l'astrologie persan. Il y a également un texte d'un mage qui s'appelait Ozarbod Mehrespandan, qui était un mage zervaniste. Il a écrit un traité sur les sciences divines. Et on peut donc résumer, si vous voulez, la cosmologie persan en quelques phrases qui sont très importantes, donc je vais vous le lire. On appelle cela, ce texte est écrit à l'origine en Pehlevi, c'est-à-dire en Partik, l'ancienne langue des Perses. Je l'ai traduit en français, notamment pour la première fois d'ailleurs. Voici ce qui est écrit et ce qui résume très bien l'influence que peut avoir, si vous voulez, le mécanisme du destin. Jusqu'à quel point c'est les questions de libre arbitre. À quel point nous avons un libre arbitre, à quel point le destin domine. Ça, ce sont des questions extrêmement ambiguës qu'on a essayé dans toutes les cultures d'apporter une réponse. Moi, je trouve qu'en fait, ce paragraphe résume au mieux la question de la destinée. Alors, ce paragraphe est intitulé Barcheche Gitik, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire le don du monde. Gitik, ça veut dire le monde manifesté. Alors, ça dit, ainsi par là, le grand mage Ordbod Mehrespand, que les dons du Gitik, c'est-à-dire du monde, sont de 25 parts. 5 en revient à la part de la fortune et des astres, comme prendre femme, avoir des enfants, devenir riche, être roi, ou encore être maître de sa vie. Alors, en gros, ça c'est quelque chose qui est en fait dépend du destin. C'est pas quelque chose qu'on peut choisir. On n'a pas le niveau de, on n'est pas à ce niveau-là. Ça c'est quelque chose qui est choisi par les dieux entre guillemets. 5, on revient à la part de la fortune. Pardon, ça je l'ai lu. Ensuite, 5, on revient à l'effort personnel, comme l'érudition, l'enseignement, l'équitation, échapper à l'enfer et gagner le paradis. C'est très intéressant parce que peut-être que dans le premier cas, si on n'a pas reçu de la part des astres, de la fortune, le fait de devenir roi ou être riche, ou du moins, on peut, par l'effort personnel, gagner, donc échapper à l'enfer et gagner le paradis. Ça, du moins, c'est dans nos cordes. Ensuite, 5, on revient à l'habitude. Comme dormir, se nourrir, se soulager, se déplacer et faire l'amour. 5 en dépendent de la nature de l'âme, comme le caractère, la vertu, la gentillesse, la générosité et la sincérité. Et enfin, 5 en revient à la part de l'héritage, comme l'intelligence, la mémoire, la stature, l'apparence physique et l'endurance. Tout le mystère du destin, tout le mystère du mécanisme du destin est entre ces lignes. Et de façon vraiment exceptionnelle. J'ai beaucoup lu, hein, vous savez, dans toutes les cultures, j'ai beaucoup étudié l'astrologie, mais je trouve que en fait, ce paragraphe résume en soi, d'une manière assez extraordinaire, le mécanisme du destin, ce qui est permis, ce qui est acquis, ce qu'on peut acquérir, ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit. La part de libre arbitre et la part du destin. Alors, pour finir, je vais vous proposer quelques livres qui peuvent donc vous aider à comprendre les mécanismes de l'astrologie persan. Alors, sachez en fait qu'il y a une différence principale et fondamentale entre l'astrologie persan et les autres écoles de l'astrologie. La différence principale, c'est que l'astrologie persan est essentiellement d'ordre événementiel. Tout le mécanisme de cette science est basé sur l'efficacité des pronostics et des prévisions. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs où il y a un intérêt de plus en plus accru envers l'astrologie persan. Donc par exemple à l'époque quand on allait consulter, les gens allaient consulter un astrologue, ils ne s'attendaient pas à ce que celui-ci vienne lui dresser un portrait psychologique de son signe astral. Non, c'était plutôt pour savoir ce qui allait arriver. Ouvrir le thème et savoir est-ce que on va
avoir de la réussite? Est-ce que sur le plan financier, on va avancer? Est-ce qu'il va y avoir du mariage? Est-ce qu'on va avoir des enfants? C'était des choses extrêmement concrètes. Et on va voir dans la vidéo suivante, qui est intitulée « Comment ça fonctionne ?» Comment fonctionne l'astrologie persan. Je vous ferai une démonstration pour voir comment tout ça fonctionne. Alors, conseil de lecture. En premier, je vous recommande The Abbreviation of the Introduction to Astrology. C'est un ouvrage en anglais. C'est les éditions Arhat qui l'ont publié. Ça, c'est l'introduction, le fameux introduction d'Abou Machal, le petite introduction d'Abou Machal, c'est en anglais. Je vous le recommande parce c'est vraiment primordial de connaître ce qui est écrit dans ce bouquin, si vous voulez étudier l'astrologie de façon sérieuse. Alors, il y a ce bouquin, On Solar Revolution, c'est sur la révolution solaire. C'est un bouquin absolument exceptionnel. Il a été traduit de Benjamin Dike à partir des textes arabes de Abou Machal. Donc, ça parle de beaucoup de choses. On apprend énormément de techniques, énormément de subtilités, énormément de choses qui ne sont apparues dans aucun bouquin. Donc, si vous voulez connaître les techniques de révolution solaire, mais également de la profection, également des techniques de Fardaria, c'est-à-dire les périodes planétaires, et toutes les subtilités de cette science, je vous recommande de lire ce bouquin, il vous aidera. Alors, enfin, un bouquin en français, mais malheureusement, il est un peu difficile de le trouver. C'est Juctin de Florence qui a écrit ce bouquin aux alentours du XIVe ou XVe siècle. C'est un bouquin absolument extraordinaire. Il est écrit en français. C'est une résumé de tous les enseignements d'Abou Machal sur justement également les profections, la révolution solaire. Il y a beaucoup de sentences sur la révolution solaire, beaucoup de techniques, le maître des rayons, le Sol Rodoi, c'est-à-dire le maître de l'année, le John Bartor, enfin tous ces termes un peu mystérieux. Et c'est très facile à lire, c'est très facile à suivre, et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc si vous arrivez à trouver ce bouquin, achetez-le. Alors là, nous avons Dorothée de Sidon, qui est également traduit par David Pingree. C'est un bouquin extraordinaire parce qu'en fait l'original, d'ailleurs, est en Pehlevi. C'est un manuscrit parthique. Là-dedans, vous avez en fait une espèce de résumé des sciences astrologiques des premiers temps. C'est très dense, c'est très condensé. On a sur le jugement des nativités, comment juger de maison 7, de maison 2, de maison 10, combien d'enfants on peut avoir, sur la question de mariage des enfants, sur les questions départ, sur la question des transits, des révolutions solaires. C'est en fait 5 livres en un. Et c'est d'une richesse époustouflante. Je pense que c'est vraiment une base nécessaire pour une vraie introduction dans l'astrologie traditionnelle et l'astrologie persan. C'est vraiment indispensable de lire ces bouquins-là. Et enfin, en dernier conseil de lecture, je vous conseille chaudement de vous procurer ce bouquin de Biruni. Alors Biruni, le fameux génie, polymathe, astronome, astrologue, un personnage absolument extraordinaire. Biruni a écrit un livre très volumineux. Ça, c'est juste en fait le petit résumé qu'il a fait sur les sciences astrologiques. Je ne sais pas d'ailleurs qui l'a sorti, c'est en anglais, vous pouvez facilement le trouver sur Internet. C'est très intéressant parce que Biruni, déjà, c'était un personnage absolument exceptionnel de son temps, c'était un génie. Et ce qu'il a écrit dans ce bouquin, c'est vraiment unique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver dans une prochaine vidéo par rapport à comment tout cela fonctionne. On va faire une démonstration assez intéressante, un exemple concret, et on verra comment tout ça fonctionne étape par étape. À bientôt!